Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaye de vous faire un épisode dans lequel on vous décortique l'actualité sur ces magnifiques sujets. Et cette semaine, je suis accompagné de mon ami Paul Péton. Salut Paul, comment vas-tu ? Salut Vincent, ça va quand même, avec quelques nuits bien occupées là, pour s'occuper d'un petit garçon qui est arrivé le 25 décembre, donc ce qui a fait que j'ai dû louper deux épisodes les dernières semaines, mais ravi de revenir avec toi pour parler data, IA et etc. Écoute Paul, on te souhaite d'autant plus tous nos vœux de bonheur au nom de toute la communauté pour cet heureux événement, et puis quelque chose qui va, même si c'est ton deuxième enfant, donc tu n'es plus un débutant sur le sujet, mais qui va assurément à nouveau rechanger ton existence. Donc félicitations et tous nos vœux de bonheur, mon cher Paul. Et sinon, en dehors de donner des biberons, tu fais quoi, mon cher Paul ? Alors, je suis AI Solution Architect chez Avanade France, donc partenaire Microsoft, et toujours impliqué sur des projets autour des LLM. Ça ne s'arrête pas en 2024. On continue le LLM, on continue le RAG. C'est pas parti pour, effectivement, ouais, tout à fait. Ouais. Génial. Et puis tu as toujours une activité YouTubesque et sur LinkedIn Live, sur des LinkedIn Live que tu vas, j'imagine, continuer dans l'année qui vient. Oui, on va reprendre ça. Et on aura un événement physique en mars à Nantes. Donc je redonnerai quelques infos parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de Nantais sur le Slack. Donc je repasserai ces infos-là. Une soirée dédiée à l'IA générative, du user, de l'utilisateur vraiment de la suite Microsoft Office jusqu'au dev, comment l'IA générative vient chambouler finalement tous les métiers de l'IT. Excellent. Écoute, j'espère que mon agenda me le permettra, mais je serais ravi de faire le déplacement pour venir sur place. Et pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis l'heureux fondateur de la société Datatask. Notre métier, c'est de construire des plateformes data pour nos clients et de leur permettre d'accélérer leurs projets data. Et c'est toujours des sujets super intéressants puisque on intègre finalement toutes les choses dont on parle ici dans ce podcast dans notre quotidien. C'est vachement bien. Dans l'épisode 181, nous parlions de Google qui allait stopper les frais d'égresse. Il s'agissait d'une profonde méprise, j'en suis désolé. Non, Google n'arrête pas les frais d'égresse sur tous les services, mais va uniquement supprimer les frais de sortie, les frais de trafic sortant, lorsque vous enlevez vos données définitivement du cloud de Google, c'est-à-dire lorsque vous allez passer d'un service de Google à un autre service, par exemple celui d'Amazon. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était captif pour les clients, c'est-à-dire que ces prix de sortie étaient tellement élevés qu'il était illusoire de vouloir imaginer un scénario de réversibilité. Pour cette raison, cette pratique a été jugée comme anticoncurrentielle et donc Google a décidé d'y renoncer.
Encore désolé pour ceux que nous avons induits en erreur à l'écoute du 180e épisode. Cette news a été traitée peut-être un petit peu rapidement puisqu'elle s'était sortie quelques heures avant l'enregistrement et j'avais pas pris le temps de lire dans le détail. J'en suis désolé, mille excuses. On va commencer, mon cher Paul, avec un petit... Une petite update du côté de Mark Zuckerberg. Oui, Mark alors, a dû écouter notre épisode de fin d'année 2023 où on donnait nos prévisions pour l'année 2024 et on a parlé de DJI, donc la fameuse intelligence artificielle générale, donc alors, qu'on a du mal à définir parce que déjà définir intelligence c'est compliqué, définir général ça l'est aussi, mais en gros quelque chose qui serait en capacité de traiter à peu près tout type de tâches pouvant être réalisées par des humains, et peut-être quand même quelque part avec une légère notion d'autonomie aussi au sens où de la prise de décision. J'aimais bien il y a une comparaison donnée par un intervenant dans un podcast qui disait que le jour où son chat sera capable de lui dire finalement allez on change de sujet, on parle de ça plutôt que du sujet lancé par l'humain, ça sera peut-être une première forme d'autonomie des IA, pour donner un petit exemple de ce qu'on pourrait mettre derrière les GI. Et donc Mark Zuckerberg se lance dans la course, alors non pas au métaverse, mais à l'AGI, et pour ça il lui faut de la puissance de calcul, et la puissance de calcul ça passe par des GPU, et donc il a passé des commandes assez importantes de GPU donc pour viser le fait d'avoir 600 000 GPU à fin 2024. Donc c'est vraiment c'est impressionnant. Ça veut dire que les chaînes de production de Nvidia vont tourner énormément. Ça veut dire que les mines de terres rares et toutes ces matières premières dont il va falloir vont y tourner à fond parce que ça a quand même des conséquences assez importantes. Et est-ce qu'avec ça, est-ce que les équipes de Yann Lequin, de Facebook Search et de Meta vont réussir à pousser les devs, on va voir, mais en tout cas il mise sur la puissance, sachant qu'il a quand même des équipes aussi très très fortes sur l'aspect méthodo, l'aspect recherche. Ouais, c'est clair. Alors tiens, sur les GI, j'ai une petite vanne. J'ai entendu, alors je sais plus qui disait ça, que de toute façon l'IA générale n'existera jamais. Car il faut que l'humain soit capable d'expliquer ce qu'est l'intelligence. Et l'humain est vraisemblablement dans sa globalité trop con pour le faire. Oui, mais tout est une notion de définition, je pense, autour de l'AGI. C'est ça qui va... Il y aura sûrement plusieurs définitions aussi. Et alors, peut-être une chose pour revenir plus sur l'aspect matériel. Si on se rappelle quand même de pourquoi les GPU finalement sont arrivés, c'est quand même sous l'essor du jeu vidéo et du jeu en 3D. Et il se trouve que les calculs d'algèbre linéaire, les calculs matriciels qui sont faits automatiquement dans les entraînements de réseaux de neurones sont à peu près similaires à ceux qui servent à de l'affichage 3D. Mais c'est peut-être pas forcément le GPU, c'est peut-être pas ce qui est le plus optimal pour les entraînements de modèles d'IA. Et je vous invite à aller tester Grok. Alors non pas Grok GROK, le fameux LLM de chez Elon Musk sous X, mais Grok GROQ, qui est une comment l'appeler, peut-être une pile logicielle, ou en tout cas une surcouche qu'on peut mettre pour optimiser l'inférence sur des modèles de langage. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant le temps de réponse qu'on obtient sur IA. Ils ont un chat de test. Et donc, pour avoir creusé un petit peu ce que les pistes d'optimisation de cette société, ils travaillent justement sur des puces. Je crois que de mémoire ils les appellent les LPU. Donc ils ont ils ont optimisé des choses au niveau de la puce, au niveau de la pile logicielle aussi forcément, et au niveau du compilateur qui se trouve pour faire tourner les instructions. Et alors ok, Marc a choisi la voie du GPU et de la quantité, mais il y a peut-être des approches qui sont alternatives et plus efficaces aussi bien sur les aspects matières premières et performances d'entraînement. Je pense que la tension sur la capacité à obtenir du matériel va probablement faire qu'on va arrêter de
De se dire finalement, on achète et puis du matériel et puis on va commencer à avoir des choses un peu plus optimisées sur la manière de laquelle on entraîne. Parce qu'on voit bien que c'est l'un des freins. On commence à avoir des retours dans les entreprises qui disent « Oh là là, mais nous, on vient de se rendre compte là, que le truc, finalement, il n'était pas rentable. » C'est difficile de faire des use cases d'IA générative qui soient rentables parce que le coût d'entraînement il est démesuré, parce que le coût, ne serait-ce que pour faire de l'inférence, il est démesuré par rapport à la valeur que ça crée. Et je pense qu'il va y avoir un tour de vis qui va se faire sur la manière de laquelle on le fait, en trouvant des solutions plus optimisées pour pouvoir accéder à la ressource matérielle nécessaire pour pouvoir le faire. Et je ne sais pas comment ça va se matérialiser, je ne sais pas de quelle manière, mais on peut trouver une petite similitude par rapport au fait que dans les débuts des années d'or du cloud, on se disait on s'enquiquine plus, on a des VM quasi illimités, allons-y gaiement. Si ça passe pas dans une machine de tel type, on prend la machine 2 fois plus grosse. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a eu des réveils douloureux qui ont fait réagir. Alors là, je pense que comme sur cette histoire d'intelligence artificielle, tout est avec un facteur d'accélération totalement démesuré en termes de boucle de feedback. Ça va aller plus vite que ça a pu aller sur le cloud. Mais on le disait aussi dans nos prédictions, je pense qu'il va y avoir tout ça va y avoir une approche un peu plus raisonnable sur plein de choses qui va se faire. Donc, à suivre de ce point de vue-là. Parlons maintenant de MS Fabric. C'est vrai que quand c'est sorti, on en a parlé, puisqu'on a même fait un épisode dédié à MS Fabric. Mais pour le coup, on en a assez peu parlé dans les mois qui ont suivi. Ça a été un petit peu effectivement écrasé par l'imposante et le côté très très présent tout le temps de ces histoires d'IA générative. Et donc, on en a finalement assez peu parlé. C'est un peu, tu sais, l'histoire du mec qui est célèbre et qui décède le même jour qu'un mec encore plus célèbre. Finalement, il n'y a personne qui parle du décès de ce mec-là. C'est vraisemblablement quelque chose de brillant, quelque chose d'important dans l'avenir de la manière dans laquelle on traite de la data, surtout pour ceux qui sont sur Azure, hein, bien sûr. Et finalement, c'est passé pratiquement sous le radar, on n'en a jamais parlé. Et puis là, tu reviens vers nous avec 2-3 trucs qui vont permettre de se remettre à niveau sur le sujet. Oui, depuis la mi-janvier, la sortie officielle de la certification Fabric, Microsoft Fabric. Donc, dans le monde Microsoft, il y a quand même beaucoup de certifications qui tournent, et c'est vrai que c'est les consultants qui travaillent dans ce domaine-là sont quand même assez friands de passer ces certifications pour faire reconnaître leurs compétences. Alors, est-ce que c'est des compétences à cocher des bonnes cases dans des QCM? Bon, ça c'est un autre débat. Mais donc la certification Fabric va s'appeler DP600. Si vous connaissiez la DP500, celle-ci disparaît. Donc une certification qui traitait à la fois de Power BI et d'Azure, qui était un petit peu hybride, on ne savait pas trop où ça allait vraiment. C'était c'était pas la certification pure Power BI, c'était quelque chose qui mélangeait un petit peu d'architecture et puis des langages de Power BI comme le DAX et le M. Donc, certification qui disparaît au profit de celle de Fabric. Et donc Fabric, je rappelle, c'est bien une plateforme data de bout en bout, donc de l'ingestion de données avec ce qui correspond dans la partie Azure Pass à Azure Data Factory, avec un cluster Spark, avec ce qu'on appelait des datasets dans Power BI qui s'appellent maintenant des semantic models, donc la capacité à poser une couche sémantique sur des données stockées soit dans un lakehouse qu'on appelle OneLake, soit dans un back-end de type warehouse classique. Et après, donc, couche de visualisation pour terminer tout ça, avec le classique Power BI. Et tout en version SaaS, donc vous êtes juste dans le navigateur et vous travaillez là-dessus. Et il y a bien sûr aussi une petite partie data science, parce que vu qu'on a un cluster Spark, on a des notebooks, pourquoi pas aller faire un peu de PySpark et aller faire par exemple des modèles qu'on pourra après réutiliser sur les datas.
Donc ça, c'est Fabric, et c'est à peu près le contenu, ce que je vous ai dit là, c'est à peu près le contenu de la certification. Et donc sachez qu'il faudra être assez à l'aise dans pas mal de langages. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un truc, faut avoir un peu... c'est pas pour quelqu'un qui s'est mis sur le sujet il n'y a pas beaucoup de temps, parce que il y a quand même pas mal de trucs, SQL, machin... Power BI, le Python pour les notebooks, enfin c'est quand même un truc, c'est assez généraliste quand même et j'imagine, tel que tu l'as décrit, que c'est quand même déjà des niveaux d'expertise requis non négligeables, c'est-à-dire que on n'est pas en train de faire du Hello World dans chacun des sujets, quoi. Oui, et c'est 4 langages, SQL, PySpark, DAX, donc pour le langage pour les mesures dans Power BI, et M qui est le langage de transformation de données, donc la partie ETL qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les data flows et les requêtes Power Query. Donc c'est quatre langages, avec un premier niveau de maîtrise nécessaire sur les 4 pour réussir. Et ce qui est sera sans doute pas le cas des personnes après qui vont vraiment travailler là-dessus, parce que je pense qu'il y aura des spécialistes plutôt justement de l'aspect plus visuel, Power Query, Data Flow, et des personnes plus spécialistes dans l'aspect Data Engineering au sens code. Et d'ailleurs, il y a des comparaisons intéressantes aussi. Je pense qu'on pourra essayer de regarder un peu cette rubrique Fabric, parce qu'il y a de plus en plus de retours d'expérience qui vont arriver autour de la facturation. Parce qu'en fait, vu qu'on a plein d'alternatives, on peut soit faire du code, du no-code, du low-code. Finalement, qu'est-ce qui coûte le moins cher à la fin ? Parce que c'est ça qui va intéresser les financiers derrière. Il y a des premiers articles qui commencent à sortir sur des comparaisons tarifaires, et ce sera intéressant qu'on y revienne quand il y aura... Bien sûr, c'est vrai qu'effectivement, pour revenir sur la remarque que je faisais en intro, quand il n'y a pas encore beaucoup d'adoption, il n'y a finalement pas tellement d'opportunités d'en parler, parce qu'il n'y a pas tellement de matière qui a été créée. Mais là, oui, il y a de plus en plus de gens qui sont, par la force des choses, qui se sont penchés dessus, et il va y avoir des choses à raconter de ce point de vue-là. Alors, pour revenir sur justement sur la DP600, là, moi je trouve toujours super intéressant que le gars qui est à un bout de la chaîne n'ait pas une maîtrise, mais au moins une compétence sur les gens qui sont les maillons à sa droite et à sa gauche. Entre guillemets, que celui qui fait du Power BI, qui connaisse DAX évidemment, puisque c'est ce qu'il va utiliser dans Power BI pour faire ses modélisations et ainsi de suite, mais qui connaissent aussi le truc qui a transformé le dataset qu'il est en train d'utiliser pour pouvoir avoir un niveau de conversation suffisant avec le gars qui a produit ce qu'il va utiliser. Et à l'inverse aussi, que celui qui fait le dataset en amont sache un peu ce qu'on peut faire avec du DAX, pour se dire, finalement, ce truc très compliqué que je suis en train de faire, est-ce que je peux pas aller voir mon collègue qui est à côté et lui dire, écoute, cette transformation-là de données, recréer cette mesure, moi, c'est pénible à faire à mon niveau. Est-ce que tu peux pas le faire dans ta préparation de données qui est à côté ? Et inversement, aller proposer un truc super lourd qui bouffe de la ressource dans Power BI, d'aller proposer de le remonter dans du PySpark ou alors je sais pas ce que M peut faire, donc je peux pas être pertinent là-dessus, mais à un moment donné tu te dis c'est important que les gens, de là à ce que il faille avoir un niveau d'expertise complet sur l'ensemble de ce qui tourne dans la data platform. Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais je dis que c'est assez illusoire. Alors il y a beaucoup d'équipes unipersonnelles dans beaucoup d'entreprises, nous on le voit tous les jours, des gens qui vont aller faire du SQL, du Python, qui vont aller faire et qui vont manipuler plein de concepts, plein de choses différentes. Mais je pense que le public ciblé par Fabric fait qu'il y aura peut-être qu'après il y aura une 601, 602, 603, 604 avec des spécialisations sur chacun dans chacun de ces domaines, mais pour l'instant je trouve que elle va pas être facile à aller chercher celle-là, quoi. On va être très clair. Et pour parler des autres profils, donc comme tu disais, qui finalement encadrent un peu les personnes qui sont vraiment dans la maîtrise technique de Fabric, ça, ce qui change pas, c'est qu'on aura toujours besoin de personnes vraiment pertinentes en termes de modélisation de données, et même peut-être un petit peu plus que ça maintenant, parce qu'il faut penser l'organisation dans le lakehouse
On peut aller requêter directement, hein, donc déjà bien penser l'organisation de son lake, penser la modélisation, ça c'est quand même des compétences qui sont qui s'apprennent presque avec le temps, hein, j'ai envie de dire sur ça. Il faudra toujours des personnes capables de bien spécifier le besoin client, bien l'écouter, bien le spécifier. Et il faudra toujours des personnes qui sont fortes en UX design, qui vont faire qu'à la fin le tableau de bord, le dashboard ressemble à quelque chose et soit pas juste un truc avec un pie chart dégueulasse en plein milieu. Le fameux tableau de bord d'ingénieur, celui qui rien fait tout ça ne personne. sera évalué dans la certification DP600, mais ça reste absolument indispensable pour réussir en tout cas un projet en entreprise. Ouais, effectivement, ouais. C'est clair, ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal que. De toute façon, on pouvait pas s'imaginer, vu l'effort qu'il y a eu autour de la sortie de ce Microsoft Fabric, on pouvait pas s'imaginer qu'il en soit autrement. Mais c'est quand même plutôt pas mal qu'il y ait ce cursus qui arrive. Et je pense que pour quelqu'un qui veut connaître, c'est peut-être pas idiot de se pencher sur la question sans aller jusqu'à passer la certification, mais ça fait toujours une bonne matière pour se dire bon allez, hop, je connais le truc et je suis capable d'utiliser ça quand même dans la bonne façon de le faire. Et si vous aimez que des gens vous parlent de ce produit en français et en live, il y a 2 chaînes YouTube qui viennent de naître. Une qui s'appelle Data Chouette. C'est fait par des personnes de Microsoft. Ils vont publier, alors pas que sur Fabric, j'imagine, mais les premières vidéos concernent Fabric. Et le Club Fabric France, qui s'appelle juste Club Fabric, mais c'est Club Fabric FR dans YouTube. C'est des MVP Microsoft qui étaient déjà bien impliqués dans le club Power BI, donc qui lance une chaîne dédiée et avec des événements qui seront sans doute sur une fréquence quasi mensuelle. Donc voilà, deux chaînes YouTube à suivre, coordonnées avec des pages Meetup pour faire grandir les échanges autour de ce produit. Maintenant, parlons de data engineering. Alors, vous le savez, moi j'ai une grande passion sur la modélisation de données, sur le fait d'aller combattre le bon vieux schéma traditionnel avec des concepts qui sont les one big table, les choses comme ça, pour être un peu en rupture avec le data warehousing classique. Et je suis tombé sur quelqu'un qui écrit un livre. Le livre s'intitule Data Engineering Design Patterns. Comme souvent, d'ailleurs, on voit souvent des gars qui écrivent des bouquins et qui commencent par mettre des chapitres au fur et à mesure qu'ils sont écrits, mettre des chapitres en accès gratuit, ce qui leur permet d'avoir un peu de retour par rapport à ça. Et il y a un chapitre là qui est disponible qui s'appelle Materialized View versus One Big Table versus DBT Table versus Traditional OLAP Cube versus DWE. Et donc, vous avez entendu dans la phrase, là, il y a plein de trucs qui me font briller les yeux. Et c'est extrêmement bien écrit, avec notamment, et l'auteur a fait l'effort de faire un peu d'histoire, et donc de remonter un petit peu super loin sur ce qu'on faisait avec SQL. Et on voit bien que les Materialized View, par exemple, sont un truc que Oracle a sorti avant les années 2000. C'est-à-dire en 1998 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez fou quand même. Moi je pensais pas que ça remontait à aussi loin. Et il explique bien donc les concepts. Donc si vous êtes newbie sur justement ces concepts de choses-là, il explique très très bien comment une Materialized View, comment un Cube OLAP fonctionne, comment une DBT Table fonctionne, donc comment DBT fonctionne. Donc il parle vraiment, il met au même niveau ce que fait DBT. Et puis il en vient au concept de One Big Table. Alors le One Big Table, c'est quoi ? C'est au lieu d'avoir la nécessité de dénormaliser la donnée et de faire pour enlever la redondance, on fait autant d'enregistrements qu'il y a d'occurrences sur une donnée. C'est-à-dire que typiquement, si on prend un schéma assez simple
client, commande, ligne de commande, article, eh ben, on va faire une seule table avec tout ça plutôt que d'avoir 4 tables dans lesquelles on va faire des jointures. Et donc, on a évidemment dans ce concept de One Big Table une grosse redondance de données puisque l'ID client et toutes les informations relatives au client, on va les voir réapparaître un certain nombre de fois, autant qu'il y a pratiquement de lignes d'articles en face de chacune des commandes. Mais aujourd'hui, ça c'est possible parce qu'on a des bases de données qui sont avec une capacité à mieux travailler les colonnes et notamment à éliminer les redondances au niveau des colonnes et à fournir à l'utilisateur une vue qui serait presque le gigantesque classeur Excel avec plein de lignes, plein de data redondées dedans. Donc, truc assez intéressant à lire. Et donc, ça parle de l'évolution, des concepts. Et donc, le DWA qui est Data Warehouse Automation. D'ailleurs, il y a une coquille dans son titre, puisqu'il a oublié le I de Automation. Il explique aussi les challenges qu'il y a par rapport à ça, sur le fait donc de retransformer la donnée, et donc tout ce genre de choses-là. Donc, c'est assez passionnant, c'est plein de choses intéressantes et on voit en plus il y a un côté teasing puisqu'on voit les titres des sous-chapitres suivants où il va parler de data contract, mais ça on va en parler ensemble dans peu de temps. Il parle effectivement de la comparaison de ce data warehousing automation qui consiste effectivement à lancer derrière, à créer toutes les dimensions et les choses comme ça nécessaires dans un data warehouse versus DBT, le templating DBT. Il va parler aussi des operational data stores qui sont des choses dont on ne parle pas toujours versus Kafka. Donc saine lecture si vous voulez augmenter votre culture. Et puis comme je vous dis, moi j'ai redécouvert des choses notamment sur la partie historique où il y avait des choses assez intéressante de ce point de vue-là. Je pense qu'on manque tous un petit peu de culture et de recul sur certains trucs de ce point de vue-là. C'est un écueil que je vois assez souvent. Et alors, ce qui est intéressant dans la rubrique des challenges liés au choix finalement qui sera fait dans cette échelle de normalisation, dénormalisation. Donc il y a bien sûr les traditionnels vendor locking, les licences, les compétences que vous pouvez avoir en interne ou que vous pouvez aller rechercher. Mais il y a quand même aussi, j'aime bien ça, cette notion de résistance émotionnelle. Et c'est un sujet quand même qui est toujours vraiment... Enfin, on sent que c'est à fleur de peau chez certains quand on évoque Data Vault ou quand on évoque la normalisation. Il y a des chapelles, il y a des cœurs et il y a sûrement des convictions très fortes qui sont appuyées sur des choses. Mais vous voyez, c'est un sujet sur lequel ça vaut le coup d'avoir une vision. C'est un sujet clivant. De toute façon, la modélisation de données, c'est un sujet clivant et c'est difficile de faire le consensus entre toutes les personnes qu'il peut y avoir dans une organisation sur ces thématiques-là. C'est-à-dire que moi, je vois à chaque fois qu'on essaie de parler de One Big Table à des gens qui ont fait plein de choses. Ils ont 1000 raisons de rester sur leur forme normale ou au mieux de rester dans du dimensional modeling. C'est fou à quel point c'est un truc qui coince. Donc et il faut presque... Et le truc le plus fou, c'est que parfois on se retrouve... on va parler par exemple de mesures d'audience à recevoir de la donnée qui est sous cette forme de One Big Table. Typiquement, quand tu reçois de la donnée qui est injectée directement dans un data warehouse parce que la société qui fait cette mesure d'audience te renvoie donc des enregistrements vraiment type One Big Table. Et le premier truc qu'ils ont, premier réflexe, c'est de faire un job qui va derrière décortiquer tout ça pour renormaliser toute cette donnée.
Et on leur dit, mais attendez, c'est ridicule, ça n'a aucun sens de ne pas la stocker sous cette forme-là. Alors après, il y a aussi les produits qui sont en bout de chaîne pour utiliser la donnée. Je pense à un Power BI, par exemple, dont on parlait il y a peu de temps, là, qui, eux, imposent aussi des bonnes pratiques en termes de modélisation pour la donnée qu'ils vont consommer. Et ça, pour le coup, t'as beau... Tu as des efforts de conviction et tu fais des efforts pour convaincre les gens dans un sens, et puis ils se disent, bah oui, mais regarde, le Power BI me dit bien que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Donc c'est quand même assez complexe de ce point de vue-là. Mais ce qu'il y a de très certain, c'est que c'est aussi des choses que l'on voit, cette résistance émotionnelle dont tu parles, c'est la typologie de métiers qui vont graviter autour de la donnée. Ce qu'on sait, c'est que si tu as des métiers, entre guillemets, un peu modernes en termes de gens qui pratiquent la donnée, typiquement, je pense à des analystes qui ne sont pas juste sur des frontaux SQL, mais qui vont commencer à faire des notebooks pour analyser leurs données ou des choses comme ça. Ben là, on va se retrouver avec une capacité à appréhender ces nouveaux concepts qui va être un peu plus forte. Pensez aux équipes data science, pour qui à la fin, ça sera one big data frame. Donc, ils vont refaire des joins dans tous les sens. Voilà. C'est exactement ça. Donc le One Big Table, si tu as une équipe de data science, le One Big Table, il prend tout son sens. Et puis il ne faut pas perdre de vue que si tu dois à un moment donné ta donnée, ton dataset, le publier au travers d'une API REST ou un truc comme ça, le One Big Table, il a tout son sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bon ben voilà, si je veux avoir une ligne qualifiée avec tous les attributs et pas être obligé de faire 12 jointures pour récupérer quelque chose, il y a du sens, quoi. Donc, mais c'est un débat, à mon avis, d'ici une vingtaine d'années, on sera encore sur les mêmes discussions. Hein. Je veux absolument pas me raconter d'histoire de ce point de vue-là, quoi. C'est clair. Alors, on a déjà un petit peu parlé ici de data contract. Et c'est assez marrant, faudrait presque faire... alors je sais pas si c'est le fait de... Au plus tu fais de recherche là-dessus, au plus on te sert du contenu qui t'intéresse, c'est évident. Mais moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus remonter dans les canaux que j'écoute, dans les discussions à part et d'autre. Ça devient un sujet que... Je l'avais prédit, hein, que le data catalogue avait été une étape, que la data quality serait une étape forte à venir en 2023 voire 2024. Moi, c'était clairement dans mes prédictions, parce que les gens ont besoin qu'on mette la donnée sous contrôle, et les data contracts répondent assez facilement à ça. Mais comment démarrer avec des data contracts, ça c'est un vrai sujet qu'on peut regarder. Et il y a un post qui est, on va vous le résumer parce que je crois que c'est un post qui est derrière paywall sur nos amis de Medium. Donc on va le détailler ensemble. Et ce post, il explique un petit peu comment démarrer avec les data contracts, et surtout il donne les 5 bonnes raisons, quoi. Il dit clairement qu'est-ce qui peut vous pousser à le faire. Et la première des raisons, celle qui va vous permettre de quand même vendre bien la chose, c'est de dire, vous allez définir avec des data contracts des data owners, et vous allez clairement à un moment donné savoir quand il y a une donnée, quand vous consommez un jeu de données, vous savez qui est-ce qu'il y a derrière ce jeu de données. C'est plus un truc qui est dans une nébuleuse et personne ne sait. La deuxième bonne raison, c'est de dire qu'au lieu d'avoir un énorme data pipeline avec des trucs qui rentrent, des trucs qui sortent, au moins vous avez des produits intermédiaires, des produits data intermédiaires qui vous permettent de sortir de cet effet tunnel. Mais vous avez des points intermédiaires qui vont être de valider que la donnée est bonne à certains points intermédiaires, et de couper le plat de spaghetti en de multiples petits plats de spaghetti. Mais au moins, vous avez quelque chose qui va être beaucoup plus facile à gérer.
Le point évident qui arrive derrière avec ces data contracts, c'est que c'est une énorme réponse sur le fait d'assurer la qualité de données. À partir du moment où vous avez des contrats de données, vous savez que telle data source, telle donnée intermédiaire, c'est-à-dire produit/source intermédiaire de données, vous savez la monitorer, vous avez des KPI qui peuvent être construits au-dessus de ces data contracts, donc c'est quand même vachement bien. Et puis l'un des points suivants qui est un peu plus, qui me semble plus difficile à évoquer, c'est le fait de rendre la donnée plus transparente, plus visible et plus compréhensible pour les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce KPI-là, le data contract est censé expliquer comment cette dimension a été construite. Et donc ça évite un effet de tunnel. On a tous connu un jour, moi je compte plus le nombre de boîtes dans lesquelles on est arrivé, où en interrogeant deux personnes différentes, un truc comme le chiffre d'affaires commercial ou la marge commerciale, on avait deux définitions différentes, quoi. Au moins, là on a ce côté transparent sur la donnée. Et puis les data contracts, alors là ça va plus nous intéresser, nous, data engineers, c'est de dire dans quelle mesure on va être capable d'avoir une data infrastructure immutable grâce à ça. C'est-à-dire se dire, finalement, j'ai mon data contract et ce data contract, c'est lui qui va piloter tout ce qui est nécessaire pour construire ce qui est sous-jacent de ce point de vue-là. Donc moi, je suis all-in sur le data contract depuis quelques temps. C'est un vrai sujet que j'essaye de pousser chez les clients. On reparlera. Il y a plein de produits autour de ça, autour de ces histoires de data contract ces derniers temps, qui sont apparus et je suis en train de préparer un petit peu de matière autour de ça. Et il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Et je peux vous dire que moi, pour le coup, c'est dans Datatask, c'est un des points majeurs de notre roadmap, c'est effectivement d'être capable de mettre la data sous contrôle et de construire des data contracts autour de ce que chacun des pools de transformation que l'on fait peut nous amener à générer comme produit et de se dire finalement on a un output et cet output il est consommable par d'autres. Et donc ce concept il est vraiment intéressez-vous à ça si vous avez un vrai sujet autour de vos pipelines de données et de la qualité de données que vous devez avoir. C'est vraiment une super réponse de ce point de vue-là, quoi. Et ce que je découvre dans l'article, c'est que le data contract peut lui-même être mis sous contrôle, puisqu'on peut imaginer le faire dans un fichier texte bien formaté, le mettre dans un Git. Absolument. Avoir peut-être, je sais pas si on peut aller, on parle de CI dans l'article, mais en tout cas avoir un retour sur l'historique des versions de ce data contract. Et je pense que la chose majeure pour les data owners, faut pas oublier quand même que dans les entreprises, la tâche de data owner, ça va quand même quelque chose qui se rajoute à peut-être des agendas déjà bien remplis. Donc il faut convaincre ces personnes-là d'aller prendre ça en charge. Et tout ce qui va pouvoir venir simplifier, faciliter la gestion du data contract au quotidien peut être bon à prendre. Ouais, c'est évident. Et effectivement, on l'a vu, on a vu le data contract comme étant au départ un complément à la documentation. C'est-à-dire de dire, ok, j'ai mon dataset, je vais lui mettre ses caractéristiques et comme ça, tout le monde va pouvoir faire le truc. Mon dataset évolue, je mets à jour les caractéristiques. Je sais pas si certains ont fait du DDD à un moment donné. Qui consistait à écrire, ou du TDD, pardon, du TDD, Test Driven Development. On peut imaginer que l'on écrive le data contract et que l'on construise le dataset jusqu'à ce que le data contract soit correct par rapport, que le dataset soit correct par rapport au data contract. Et donc, s'il y a une évolution, imaginons la chose suivante, s'il y a une évolution au niveau, on commit le code du data contract, le nouveau data contract, et entre guillemets, ce data contract va tester que le dataset sous-jacent soit correct ou pas.
Est-ce qu'il correspond aux caractéristiques? Et puis on fait évoluer le dataset et jusqu'à ce que les tests du data contract et le dataset convergent, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet qui permet d'apporter une garantie super forte. Et puis, comme tu le disais aussi, la CI/CD permet de mesurer l'impact. Et dans la notion de data contract, il y a aussi tous les consommateurs. Et de pouvoir propager la modification vers les consommateurs et de se dire, mais ok, ce commit qu'on vient de faire là, faut que je reverte parce que j'ai trop de consommateurs qui sont impactés, qui sont pas prêts à pouvoir continuer à avoir leur utilisation qui soit bonne. Donc il y a plein à mon avis, de concepts à faire émerger et à pouvoir aller mettre dans la tête des gens de ce point de vue-là, quoi. On a tous un jour dû faire face au bazar inouï d'un Jupyter Notebook. Enfin, je dis tous. Tous ceux qui font des Jupyter Notebooks, ce qui est quand même déjà un subset de la population quand même restreint, faire des visualisations et se retrouver avec le sac de nouilles pas possible de ces visualisations quand on les exporte pour récupérer des fichiers. Avec ça, c'était infernal. Et puis, si on utilise 2 frameworks différents, ça marche pas pareil dans les cas des 2 frameworks et autres. Et donc, c'est un petit blog post là que j'ai vu qui dit comment est-ce que on peut ajouter un petit utilitaire à l'intérieur qui s'appelle tplot. Et tplot permet d'encapsuler en fait chaque fois les blocs avec lesquels on fait du plotting, qu'il s'agisse de Seaborn, qu'il s'agisse de Matplotlib, qu'il s'agisse de Pandas Plotter, enfin tous les existants, et de faire qu'à un moment donné, on est capable de faire la sauvegarde vers des fichiers, de définir en dehors de ces blocs comment est-ce qu'on veut faire la sauvegarde. Est-ce qu'on veut faire du PNG, de l'EPS et autres. Et à un moment donné, de pouvoir rapidement structurer les choses pour faire que ça permette d'être beaucoup plus safe et de pouvoir retrouver, par exemple, dans un sous-répertoire, tous les exports de graphes générés. Parce que nous, c'est souvent un truc qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a un notebook, et on fait tourner le notebook, et puis ça génère un certain nombre de graphes. Et souvent, c'est le bazar. Il faut renommer les fichiers après. Enfin, alors que là, ce truc-là, il va être capable de vous dire... Avant, vous exécutez toutes vos créations de graphes à l'intérieur d'un bloc comme ça, et ça va vous donner un nom consistant d'une fois sur l'autre pour faire ça. Et je trouve que le truc est... Alors, c'est pas foufou comme truc, mais ça permet quand même de simplifier certaines choses. Si vous êtes, comme moi, encore avoir pas mal de petits scénarios d'analyse pour aller chercher un truc qui soit dans des notebooks et avec lequel vous faites un graphe que vous allez ensuite intégrer ailleurs dans autre chose. Donc, pour le coup, c'est pas mal fait. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et je suis en train de chercher l'information, sauvegarde en local, sauvegarde sur le serveur Jupyter éventuellement. Oui, je pense que c'est je l'ai pas testé, mais de ce que j'en lis, c'est que ça sauvegarde dans un fichier, ça sauvegarde dans un répertoire tplots, là où s'exécute le code en fait finalement. D'accord. Ouais, enfin l'idéal effectivement, nous on a maintenant mis tous les notebooks, on les met dans un bucket S3, donc c'est à un moment donné, ce serait vachement plus facile si effectivement ça pouvait sauvegarder dans ce bucket S3, mais peut-être que c'est le cas. J'ai pas vérifié le repo, voir ce qu'ils disent là-dessus. Il y a une propriété à outdir. Mais effectivement... Non, je pense que ça reste encore dans le bon vieux format de le data scientist travaille toujours sur son poste de travail. Mais ce qui est intéressant, si vous versionnez vos notebooks sous Git, on est bien d'accord qu'on les versionne en vidant toutes les sorties de cellules avant, parce que sinon on s'en sort pas. Et si on vide les sorties de cellules, effectivement on perd les graphiques. Donc non, super outil. Moi je pense que je vais aller tester ça assez rapidement.
Ouais, moi je trouve que c'est pas mal fait. Bon, c'est vrai qu'effectivement pour la génération de fichiers qui sont en local, nous on a fait un truc aussi où on a une petite routine qui copie les fichiers vers le S3 quand en sortie d'exécution. Donc on a possibilité de récupérer ces trucs là. Mais le fait justement d'avoir des fichiers qui sont consistants dans leur nommage et dans leur exécution, c'est quand même vachement bien, je trouve. Mon cher Paul, dis-nous, où est-ce que nos auditeurs, qui ont eu beaucoup de plaisir à t'écouter dans cet épisode, peuvent te suivre ? Alors, vous pouvez me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, bien sûr, sur LinkedIn aussi, où j'anime la page du Big Data Hebdo et la page de la Global AI Community France, où on cherche j'en profite pour passer l'appel, des speakers, speakerines, des personnes qui veulent bien venir parler d'un sujet de manière, un petit peu tranquille, de bonne ambiance. Le midi, souvent, on fait ça avec un petit live LinkedIn et YouTube. On décortique un sujet d'IA. Donc appel aux speakers, vous me faites signe pour si vous avez quelques démos, un petit outil que vous voulez venir présenter à la communauté. Et c'est pas orienté spécifiquement pour le monde Microsoft, on est d'accord ? On s'ouvre à... Vous êtes des gens ouverts, voilà. C'est bien, bravo. Très bonne initiative. Excellent. Pour ma part, vous pouvez évidemment, comme Paul, me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, un petit peu sur LinkedIn aussi. Vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, aller lire le site de datatask.io qui a fait peau neuve en ce début d'année. Donc on a décidé d'un peu de mieux parler de ce qu'on fait, et ce qui n'était pas une mince affaire, et surtout de parler de ce qu'on fait avec DBT, puisqu'on a des propositions de valeur assez intéressantes autour de DBT. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, et puis vous pouvez revenir vers moi si vous avez des questions. Vous savez où me trouver, notamment sur le Slack du Big Data Hebdo et sur nos réseaux favoris. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, et on vous retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.